Le dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler de la suspension du filet social non-Vici. L'Agence nationale d'appui au développement à la base, l'ANADEB, a annoncé vendredi dernier la suspension du mécanisme non-Vici. La décision de cet arrêt intervient en lien avec la récente décision d'assouplir les mesures du gouvernement comme la levée du couvre-feu et du bouclage des villes, notamment Lomé et Sokodé, les principales villes que couvrait le programme. Toutefois, la responsable de l'ANADEB, Mazalo Kadanga, a précisé qu'il n'est pas exclu qu'un autre mécanisme de ce genre soit mis en place. Non-Vici est suspendu, dit-elle, mais les pouvoirs publics poursuivent leur réflexion pour trouver d'autres moyens d'aider les populations. David Jagoué, vous avez noté que beaucoup n'ont pas vraiment apprécié la suspension de non-Vici. Oui, c'est tout à fait normal. Hein. Il fallait s'attendre à cette réaction. Déjà, à la base, ce n'est pas tous les Togolais qui ont eu la chance d'avoir bénéficié de cette manne financière. C'est le premier constat. Le deuxième, c'est que lorsque vous êtes bénéficiaire, les gens ont très tôt posé des calculs pour... on a parlé de 3 mois, je crois que ça s'est arrêté à 2 mois. Et les gens continuent de réclamer le dernier mois. Et ensuite, c'est resté dans la gorge de beaucoup de Togolais parce que tout de suite, les calculs ont été faits pour... en tout cas, pour ceux qui, au départ, ne se retrouvaient pas dans le montant qui a été proposé par le chef de l'État. Et c'était les mêmes qui, très tôt, prenaient d'assaut les agences, réclamaient pour être éligibles, etc. Ça a soulagé un tant soit peu. Mais il reste encore beaucoup à faire. Et je pense que, comme elle a dit, la dame, si le budget togolais le permet, si le gouvernement togolais peut encore renouveler cette assistance financière, je pense que ça soulagerait encore beaucoup de Togolais. Non-Vici, quoi qu'on dise, a quand même permis à certains de nos compatriotes de régler un problème, autant petit soit-il ou grand, a permis également de comprendre aussi la nécessité du gouvernement à réagir face à certaines urgences. Mais 12 500, c'est ça pour les hommes? Pour les femmes. Pour les femmes. 12 250 pour les femmes, 10 500 pour les hommes. Voilà, pour les hommes, c'est, pour certains l'ont pris comme une insulte, mais derrière, il y a quand même cette chance que ça a été payé régulièrement, tout le temps. Enfin, je crois, moi, je n'ai pas été éligible. Je pense pas qu'il y a eu pour des raisons que tout le monde connaît. Donc, vous et moi, nous connaissons déjà. Donc, j'estime que ceux qui ont bénéficié de cette manne ont quand même pu trouver du sourire, mais très tôt, ce sourire est transformé en déception, et donc il faut que l'État continue toujours pas poser les réflexions pour voir les solutions à trouver pour que non-Vici, comme le dit son nom, ne s'arrête pas seulement à la décision du gouvernement de sa mise de sa décision de suspension, que ça aille plus loin. Vous avez compris quand même, Firmin, que dès le départ, beaucoup avaient critiqué ce programme, surtout un montant jugé dérisoire, et qu'après, quand on suspend, les mêmes grincent les dents. Oui, parce qu'au départ, les gens ne mesuraient pas ce que ça pouvait apporter comme un petit soulagement. 5 000 francs au Togo, où des gens sont sans sous pendant des semaines. Quand on vous donne 5 000 francs, ici, le niveau de vie n'est pas si élevé. La vie passable, bien sûr, la vie est chère, mais au Togo, on peut manger avec 100 francs, avec 150 francs CFA, avec 75 francs, et prendre de l'eau. Et ce n'est pas la meilleure manière, ce n'est pas la bonne vie, au fait. Ce n'est pas la vie luxueuse, mais on peut, en quelque sorte, ce boulot le vendre encore pour 2 heures, pour 3 heures. Je pense qu'on a ici, d'une manière ou d'une autre, à essayer de résoudre ce problème. Et parce qu'avec 5 000 francs, on peut s'acheter un crédit de communication des unités pour passer des appels. Or, peut-être des gens se retrouvent sans des crédits de communication. Donc, Novici a joué ce rôle-là. Aujourd'hui, du moment où vous avez été habitué à prendre 2 fois, 3 fois Novici et qu'on le suspende aujourd'hui, ça va faire mal parce qu'il y a un vide qui se crée. L'habitude étant devenue seconde nature, il y a un vide qui se crée. Donc, on peut fortement le regretter. Mais je voudrais dire une chose, Samuel.
ce qui s'est passé avec Novici, c'est quoi? C'est la solidarité. Et moi, j'étais très heureux quand il y a eu Novici. Et moi, j'ai demandé à ce qu'on puisse augmenter la cagnotte. Mais j'ai été heureux particulièrement parce qu'il y a des chaînes de solidarité qui se développaient dans presque tous les pays. Que ce soit en France, aux États-Unis, dans les pays africains, il y avait des programmes sociaux qui ont été mis en place pour soulager tout le monde, surtout dans cette situation difficile. En Afrique, la solidarité la manque. Je pense, ça fait déjà 2 ou 3 semaines, on avait reçu Isaac Chakpe ici en direct de l'UFC. Et c'est dans leur programme que j'ai vu, le programme précédent, les législatives. Ils ont parlé de la solidarité avec les personnes du 3e âge, des jeunes qui n'ont rien à faire. On n'a pas besoin d'être retraité officiellement ou au niveau de la caisse de sécurité sociale ou de caisse des retraites pour pouvoir bénéficier d'une certaine solidarité de la part de l'État. En réalité, l'État doit être solidaire envers tout le monde. Qu'on soit jeune, sans emploi, l'État doit être solidaire. Regardez en France, il y a des programmes RMI, RSA, Revenus de solidarité active. Pour ceux-là, pour les jeunes qui ne bossent pas, qui ne travaillent pas, qui sont sans emploi, l'État leur permet d'avoir un peu de sous pour pouvoir gérer le quotidien. En Afrique, cela manque en réalité. Cela manque des personnes. Peut-être vous avez travaillé. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'être fonctionnaire ou d'avoir été fonctionnaire. Il y a des gens qui ont travaillé dans le privé, qui ont été dans l'informel, mais au soir de leur vie, ils sont sans rien pratiquement. Alors l'État les oblige. Oh, dans les discours des chefs d'État, on dit on ne va pas gouverner sans eux, on sera avec eux, on ne va pas les oublier, alors qu'on les oublie dans la pratique. Aujourd'hui, le chef d'État togolais, en février, pendant la campagne électorale, il a sillonné presque tous les territoires. Il a été en contact avec les populations, les vieux, les vieilles. Mais ces vieux, ces vieilles-là sont sans sous, sans rien pratiquement. C'est le moment de penser à ces vieux, à ces personnes âgées, à ces jeunes qui n'ont pratiquement rien et qu'on puisse les aider, ne serait-ce que mensuellement, qu'on puisse leur trouver un petit quelque chose. Bon, ça dépendra des localités, parce que le niveau de vie... c'est pas la même d'une localité à une autre. D'une localité à une autre. Non, c'est le moment de penser à tout le monde pour qu'on puisse peut-être ressusciter Novici, qu'on l'appelle d'un autre nom, mais que ça puisse aider. La seconde chose que je voulais ajouter, c'est ce que les chefs d'État, j'ai l'impression que les chefs d'État ne comprennent pas ça, ou les économistes africains ne le comprennent pas. Vous savez, quand le citoyen a de l'argent, au fait, celui qui en profite le premier, c'est l'État. Hein? Parce que quand le citoyen a de l'argent, il fait quoi? Il va faire des magasins. Il dépense. Donc ça fait tourner l'économie. L'investisseur qui est venu, qui a ouvert son bar, qui a ouvert son magasin, qui a ouvert son petit restaurant, le citoyen va dans ce restaurant, va dans ce supermarché et il dépense. Et l'État aussi perçoit ses taxes et ses impôts. Donc ça fait tourner l'économie. Donc le fait de priver des gens de l'argent, mais l'État se fait du mal, l'État se crée du tort. Et il est difficile de parler de croissance dans ces conditions. Au moment où aujourd'hui nous sommes en train de parler du PND, il faut permettre à ce que tout le monde ait le minimum pour faire tourner l'économie. Parce que la croissance, on l'a toujours dit, c'est quoi? C'est l'investissement et la consommation. On ne peut pas consommer avec main vide. Alors, David, il y a aussi beaucoup qui ont regretté que la suspension soit intervenue de manière brusque. Hein. On n'a averti personne. Les gens étaient dans l'attente d'avoir la 5e tranche. Bon, moi, je n'en ai jamais reçu, donc je ne savais même pas à combien de tranches ils étaient. En tout cas, ceux qui ont reçu disaient qu'ils étaient dans l'attente d'une 5e tranche. Quand soudainement on lève le couvre-feu et on leur dit le programme n'est plus là, sans autre forme d'avertissement finalement. Ouais, et ça, ce n'était pas respectueux de la part de ces concitoyens de la part des autorités qui avaient réfléchi sur le filet social appelé Novici. Je pense que si l'État avait communiqué sur sa décision de suspension et avait informé les bénéficiaires, le grincement de dents se ferait moins lourd que dans la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. Voilà des gens qui attendaient calmement le prochain virement, si je peux l'appeler ainsi, et tout de suite vous recevez un message qui vous informe de la suspension de ce programme Novici là. Alors que des gens avaient déjà fait un programme sur comment gérer cet argent. Les gens ont déjà planifié comment l'investissement va être fait, etc. Et ça n'a pas plu à beaucoup de gens. Ce n'est pas bien, mais je crois que le gouvernement doit avoir ses raisons. Et la communication étant
étant nécessaire pendant cette période de crise. C'est vrai qu'au départ, on a vu un peu comment le gouvernement s'était un peu mélangé dans la gestion, mais très vite, il a su reprendre les choses en main et on a senti cette présence régulière du gouvernement qui a besoin de communiquer sur certaines de ces décisions. Alors, sur le cadre du filet social, il faut comprendre que les gens qui avaient gardé un bon souvenir de ce programme sont restés avec des souvenirs négatifs, en espérant que peut-être les jours à venir, les choses vont se faire mieux. Mais je crois qu'il faut qu'ils arrêtent de rêver, puisqu'on parle de plus de 11 milliards qui ont été distribués à 500 000 Togolais. Il faut aussi descendre les chiffres, faire un audit, vérifier, contrôler pour savoir si véritablement les 11 milliards ont été mis à la disposition des 500 000 Togolais bénéficiaires, trouver s'il y a des détournements, trouver les responsables et réinvestir cet argent pour d'autres programmes. Ça permettra à notre pays de grandir, ça permettra d'avancer. C'est un programme très alléchant qui a très vite aiguisé les appétits de beaucoup de personnes. On a vu ce qui s'est passé. La DPJ avait présenté dernièrement 4 individus, voilà. Il me semble. Eux, c'est les petits poissons, comme on a l'habitude de les appeler, pour 5 000, 10 000 moi, j'ai suivi l'affaire, mais j'ai rien compris parce que je ne sais pas comment ils ont fait pour... on parle des gens qui détournaient les... Je ne sais pas comment ils ont fait. Ils ont des stratégies. Parce que les gens vont avec leur carte d'électeur pour retirer l'argent. Ils viennent chez vous, ils se font passer pour des agents du programme Novici et qu'ils veulent vous aider à vous inscrire. Ceux qui n'arrivaient pas. Vous savez, beaucoup de Togolais n'arrivaient pas à s'inscrire à ce programme. Donc, quand vous sortez les documents, ils les enregistrent sur leur téléphone et puis après, ils s'enregistrent sous votre nom et eux, ils recevaient l'argent. Mais combien il faut regarder beaucoup plus en profondeur dans la gestion de ces 11 milliards. Et pour ça, j'applaudirais véritablement le gouvernement. Si un audit a été diligenté pour contrôler la gestion de ces sous, et on va tous ensemble applaudir le gouvernement. Ça permettra un assainissement de la gestion du budget public. C'est l'argent de l'État, c'est nos sous, ce n'est pas l'argent d'une entité. Et on a compris que cette gestion n'a pas été du tout transparente. Il faut forcément qu'il y ait, parce que c'est comme on dit, le programme est suspendu, circuler, il n'y a rien à voir. Mais bon, après, il faut faire des comptes, parce que j'ai aimé là où David a chuté. C'est l'argent de nous tous, finalement. Oui, c'est notre raison. C'est pour cela. Quand on parle de la démocratie, souvent, on fait appel à 3 principes. Hein, si je les oublie pas. Il y a la transparence, la culture de résultat et la reddition des comptes. La reddition des comptes, c'est ce qui manque dans nos pays africains. Il faut qu'on appelle la presse, qu'on dise, nous avons trouvé ces sous-là ici, c'est ici, nous les avons pris. Et voilà, comme ça, les calculs ont été faits avec des éléments bien précis, avec des chiffres bien descendus. On ne va pas se lever comme ça, puis du jour au lendemain, on suspend le programme et puis 11 milliards, on dit c'est 11 milliards de façon opaque. Non, ce n'est pas bien. On parle aujourd'hui de la démocratie. Et puis quand on fait ça, là, ça rassure les partenaires qui mettent de l'argent dans la cagnotte. Les gens se disent, quand on leur donne de l'argent, bon, ils l'utilisent à bon escient, donc on peut continuer par les aider. C'est un critère de crédibilité, au fait. Donc, il faut plus de transparence dans la gestion maintenant. Aujourd'hui, le monde va tellement vite, surtout avec les réseaux sociaux, on ne peut pas ne pas être transparent. Si on pouvait être opaque, ou avoir une gestion opaque dans les années 80, dans les années 70, dans les années 70, dans les années 90, je pense aujourd'hui à l'ère du numérique, à l'ère des réseaux sociaux, il faut beaucoup plus de transparence et c'est ça qui donne du crédit à votre gouvernance. Et ça qui rassure, au fait. Les gens se disent, les citoyens se voient déjà beaucoup plus protégés. Ils se disent, c'est notre argent et on l'utilise bien. Donc, ça évite beaucoup de frustration, beaucoup d'aigreur. Donc, si on peut être transparent, si la gouvernance, puisque bientôt on va former un nouveau gouvernement, il y aura un nouveau Premier ministre, moi, c'est ce que je souhaite pour la future équipe gouvernementale. Il faudra beaucoup plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Il faut être transparent. Parce que si nous voudrons éviter des crises de 2017, si des crises à venir, il faut beaucoup de transparence. Parce que quand il n'y a pas de transparence, les citoyens se disent, il n'y a pas de transparence, mais des journaux parlent de détournement de milliards, de centaines de millions. Des gens sont frustrés, les gens se disent,
Moi, je manque d'argent pour me soigner à l'hôpital. Moi, je manque d'argent pour gérer mon quotidien. Alors qu'il y a des individus qui sont quelque part et qui se bouffent, qui se tapent des millions. C'est mon argent. Là, ça crée des frustrations dans la tête. Donc, si on veut avoir moins de crise politique à l'avenir, il faut beaucoup plus de transparence. Et je voudrais le dire, je voudrais conclure par ici. Si les autorités togolaises veulent avoir moins de crise à l'avenir, il faut rapidement ressusciter ou restructurer ou remettre en place le programme Novici. C'est parce que les gens se voient beaucoup plus frustrés que quand on les appelle à manifester et ils répondent. Alors, justement, je le disais, la responsable de l'ANADEB dit que Novici est suspendu, mais les pouvoirs publics poursuivent leurs réflexions pour trouver d'autres moyens d'aider la population. Alors, quand on va dans les pays occidentaux qui ont beaucoup plus de moyens, il y a des programmes pour les gens les plus vulnérables. Il en citait les RMI, les RSA et autres. Mais chez nous, on a comme l'impression que c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. Bien évidemment. Quand vous êtes pauvre, vous êtes voué à être pauvre, vous vous débrouillez pour... L'État ne vous fait rien finalement. Bien évidemment, déjà quand vous êtes malade, vous êtes éligible à la mort. Quand vous êtes malade, vous n'avez pas... Le Togolais, combien de Togolais se soignent véritablement dans les hôpitaux dignes de ce nom? Déjà qu'on n'en a pas assez. Mais quand vous êtes malade, vous n'avez pas les moyens pour aller à l'hôpital. Donc vous êtes éligible à la mort. Combien de Togolais arrivent à manger 3 fois par jour? Combien de Togolais disposent de moyens, ne serait-ce que de moyens, le minimum. Le minimum pour le Togolais, c'est votre épouse, vos 2 ou vos 3 enfants. Vous disposez d'un petit local où vous pouvez dormir, vous avez des revenus, et combien? On n'en a pas. Et donc aujourd'hui, l'État, je crois que ce n'est pas seulement au Togo, hein, mais c'est un peu partout en Afrique de l'Ouest. Justement. Surtout, moi j'ai vu un peu des programmes très intéressants que le Maroc, le royaume du Maroc, propose aux couches les plus vulnérables, les femmes, les vieux, les jeunes, etc. Mais nous avons de l'argent dans ce pays. Nous avons pu trouver 11 milliards pour gérer 500 000 Togolais. Et ça, en 3 mois. Alors, si nous sommes à 7 millions de Togolais, ce n'est pas les 7 millions de Togolais qui vont bénéficier de toutes ces aides. Non, mais on dit des couches vulnérables. Ça veut dire que c'est des personnes qui font partie d'une famille, mais qui sont vulnérables. Et donc, ce n'est plus les 7 millions. Ça peut être moins de 500 000. Ça peut être peut-être plus de 500 000. Mais nous avons de l'argent dans ce pays qui est laissé en jachère quelque part, qui a été abandonné. Moi, j'ai toujours soutenu le chef de l'État d'intenter des procès contre ceux qui avaient volé de l'argent dans ce pays. On a de l'argent qui dort quelque part dans les poches des gens parce qu'on les a mis à telle poste, ils sont partis avec de l'argent. Mais ces sous-là, ça peut servir à faire beaucoup de choses. On a pu trouver 11 milliards pour 500 000 Togolais. Je pense qu'on peut trouver ce même montant pour d'autres Togolais dans des situations très difficiles. Et ça permettra de baisser un peu le degré d'aigreur, le degré de nervosité. Le Togolais, quand vous sortez dans la rue et que vous conduisez, ou je ne sais pas, il suffit juste de manquer une manœuvre dans circulation, vous êtes exposé à des insultes pas possibles. Mais quand vous approchez de ces personnes, ils vous diront qu'ils n'ont rien à manger, ils sont sortis depuis le matin, ça ne va pas. Je pense que le Togo est assez riche pour nourrir ses propres enfants. Nous le méritons, nous avons de l'argent dans ce pays. La preuve, si on a réussi à trouver 11 milliards pour gérer 500 000 Togolais, je pense qu'on trouverait le même montant pour pouvoir s'occuper des Togolais qui sont dans des situations très difficiles. Mais comment ça se comprend? Et vous l'évoquez tantôt, on est ce continent qui clame solidarité africaine, mais c'est le continent où, par exemple, sous d'autres cieux, vous pouvez être pauvre n'importe comment. Moi, j'ai des amis de l'autre côté d'outre-Manche qui disent, vous pouvez être pauvre n'importe comment, vous n'allez pas souffrir de faim. Parce que vous avez des bons pour aller consommer, de restaurants pour aller consommer. Ici, vous êtes pauvre en tout. Oui, je pense que la question est simple, parce que quand on parle de la solidarité, chez les Occidentaux, et au-delà de l'Atlantique, c'est que elle est constitutionnalisée, elle est légalisée.
Mais nous, c'est dans nos mœurs. Non, mais on n'a pas besoin de l'écrit. On n'a pas besoin de l'écrit. C'est-à-dire l'État doit comprendre, par exemple, que je peux mettre un certain nombre de restaurants, Resto du Cœur, moi je ne sais pas quel nom, où des gens qui n'ont rien, on ne dit pas ceux qui trouvent à manger, mais peuvent aller, ne serait-ce qu'une seule fois dans la journée, manger copieusement. Ou alors on commence dans la semaine. Oui, vous voyez, par exemple, quand on parle de la citoyenneté, il y a 3 règles fondamentales. Il y a le civisme, il y a la solidarité. Il y a le civisme, il y a la solidarité et le troisième. Donc, vous savez, j'ai l'habitude de le dire, le système moderne, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. Le système moderne, ce sont les Occidentaux qui l'ont inventé et ils y ont mis la citoyenneté, au fait. Ils y ont mis la solidarité. Donc, c'est légalisé, c'est un bloc. On nous a imposé le système moderne et on ne le pratique pas comme cela se doit. Mais notre système traditionnel, moi je me rappelle, pour la préparation d'un certain nombre comment on les appelle, j'oublie ce nom, en tout cas, quand j'étais en 3e année pour présenter un certain nombre d'exposés, j'ai fait des recherches où on découvre que du temps de nos grands-parents, lorsque vous faites votre chant, vous devez laisser certaines cultures que vous ne touchez pas pour que les gens qui n'ont rien à manger viennent les cueillir. On a ça dans le sang. Non, on a ça dans le sang, mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça, c'est le traditionnel. Mais nous parlons de moderne. Mais on n'est pas arrivé à l'intégrer au système moderne qui nous a été imposé. Donc, le système moderne que nous avons aujourd'hui en Afrique, c'est beaucoup plus capitalisant. C'est capitaliste, au fait. Donc, c'est capitaliste. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Regardez par exemple, ce que nous avons pu retenir du système importé, c'est le système capitaliste. Or, les Blancs, ils font jumelage du système capitaliste et du système socialiste. Ouais. C'est ça, par exemple, la France, bien sûr, c'est un pays, quand on parle de la droite, c'est capitaliste. Mais que la droite soit au pouvoir ou pas, il y a toujours un aspect socialiste qui est tellement développé, où on s'occupe des plus pauvres. Regardez par exemple, c'est au nom de la solidarité. Quand vous allez en Italie, il y a des supermarchés, des magasins qui sont là pour des gens qui n'ont rien. Ouais, quand vous n'avez rien, donc vous allez dans ces magasins pour vous approvisionner. Il y a aux États-Unis même, regardez, il y a des confessions religieuses aux États-Unis. Des confessions religieuses aux États-Unis qui ont des restaurants pour des gens qui n'ont pratiquement rien. Et chaque matin, chaque soir, vous y allez. Pour le cas de nos pays en Afrique, c'est un réel manque de volonté. C'est une fuite de responsabilité. Dans aucun pays, quand je prends les pays de la CEDEAO, aucun de ces pays n'a réfléchi à monter, ne serait-ce que de petites structures où, quand la population la plus vulnérable a besoin de quelque chose, qu'elle puisse aller en trouver, qu'elle puisse aller en chercher ici et là. Vous savez, ce n'est pas l'État français qui a créé les Restos du Cœur. Non, c'est l'initiative d'un citoyen français, mais qui a été soutenu par l'État, par tous les gouvernements français. Aujourd'hui, on vous dit plus de 4 millions de SDF en France arrivent à déjeuner, arrivent à dîner, à manger un repas chaud pendant l'hiver, pendant toutes les saisons. Qu'est-ce que ça coûte? On a monté une cantine pour les élèves des cours primaires dans ce pays. Qu'est-ce que ça a donné? C'est qu'il y a d'abord un manque de volonté. Il y a une mauvaise gestion qui est faite de ce que l'État investit. Il faut que l'État comprenne la nécessité d'investir. Si vous commencez par un début, ne serait-ce, vous parliez tout à l'heure d'un repas par jour. Moi, je n'irai pas jusque-là. Ne serait-ce qu'un repas par semaine. Dans chaque région, on met en place des structures où les gens, des familles entières, même peuvent aller prendre un déjeuner, prendre un dîner ou un petit déjeuner sur présentation d'un bon de consommation. Il n'y en a pas. Quand on parle d'habitats sociaux, il est incompréhensible qu'après 60 ans d'indépendance, que le Togo n'ait aucun HLM dans ce pays. On n'en a pas. On n'en a pas. Ce qu'on appelle une habitation sociale. C'est une habitation à loyer modéré. C'est-à-dire qu'au lieu de payer tel montant, on divise le montant par 4 et vous payez une partie. L'État paye l'autre, etc. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Rien. Le transport dans tous les domaines. C'est vrai, on dira que nous sommes une jeune démocratie, un jeune pays en émergence, etc. Mais je pense qu'il faut comprendre la nécessité aujourd'hui d'enlever la charge de la pauvreté sur les Togolais. Le cas de Novici, si ce programme a été salué par les institutions internationales, c'est pour dire que le Togo a la capacité
de faire plus que ça. Et la Covid-19 a été le moment le plus propice pour prouver à suffisance que le Togo dispose des moyens pour nourrir, pour prendre soin de ses enfants. Et ça en va dans l'intérêt du gouvernement et de l'ensemble de la population. Il faudra juste légaliser la solidarité dans la gestion des politiques africaines. Sinon, ça ne se passera pas. Regardez, il y a juste un petit exemple banal aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays capitaliste. Mais quand vous êtes une femme, vous accouchez, mais l'État prend tellement soin de vous. Vous payez moins cher tous vos soins. On prend soin de vos enfants. Mais c'est un État capitaliste. Mais c'est parce que nous, en Afrique, on n'arrive pas à légaliser ou à constitutionnaliser la solidarité. Quand on est dans un village, on grandit du moment à 2, 3 ou des années plus tard, on devient ministre. On oublie carrément d'où on est venu. Et on oublie ses frères, on oublie que quand on allait à l'école, il y avait des gens qui avaient aidé. Maintenant, quand on devient ministre, au lieu de penser à constitutionnaliser cela, on s'en fout, on se dit, oh, chacun pour soi. On veut vivre plus capitaliste que ceux qui ont même inventé le mot capitaliste. C'est compliqué. Mais je pense que c'est une question. David l'a dit, ça, je le soutiens, mais c'est un manque de volonté. Si on le veut, on le peut facilement. Mais attendez, qui a obligé le gouvernement togolais à sortir ces 11 milliards pour satisfaire un peu ou pour aider un peu ces Togolais vulnérables? Le gouvernement, si le gouvernement a une volonté, il peut aller chercher des sous chez des partenaires et tout ça. Et on verra ce que ça donnera. Ça va beaucoup plus aider. En tout cas, le social, ça impacte la politique. Si les gens mangent bien, si les gens ont de quoi gérer leur quotidien, il y aura moins de frustration, il y aura moins d'aigreur dans le pays. En tout cas, on espère que les concernés ont compris. Merci, Firmin. Merci, David Diabavi. Merci à tous également de nous avoir suivis. On sera encore ensemble demain.